Conques en Rouergue. C'est un nom qui résonne. Tout le monde a entendu parler de l'abbatiale, ce bel édifice roman dont la silhouette caractéristique s'élève à mi-versant. Connu aussi pour les vitraux de Pierre Soulages, son trésor d'orfèvrerie, avec la pièce maîtresse, Sa Majesté Sainte-Foy, cette statuette reliquaire fascinante. C'est aussi un village, avec ses maisons qui dégringolent jusqu'au pont roman, Conques, halte sur la Via Podensis, le chemin de Saint-Jacques arrivant du Puy-en-Velay. En réalité, Conques, c'est bien davantage encore. C'est beaucoup plus grand. Ce sont des gorges profondes avec de belles rivières et de petits ruisseaux, des versants boisés et des plateaux aériens où le regard s'évade, des terrasses ensoleillées où mûrit le raisin, de la roche dont on fait des murs et des toits. Conques, ce sont des hameaux accrochés dans la pente, des villages au bord de rivières. C'est une maille fine de chemins et de voies qui vous conduit à travers bois, le long des prés, de chapelle en village. Ce sont des habitants, actifs, créatifs, accueillants, des passeurs qui transmettent l'histoire de ce pays et le font vivre. Voici le Lot. On est en rive droite, à Saint-Projet, dans le département du Cantal, sur la commune de Casagnoz. La rivière est très accessible. C'est presque une plage. La route est en contre-haut, le village s'étage au-dessus. La terrasse intermédiaire entre le village et la route est occupée par des cultures maraîchères traditionnelles dans la vallée. Le lieu est paisible et tout à la fois sauvage. La rivière forme un coude serré, si bien que de chaque côté que l'on regarde, vers l'amont ou vers l'aval, c'est la roche qui ferme l'horizon, le versant abrupt qui descend jusqu'à la rivière. Qui pourrait penser que cette gorge étroite, mal commode, était une voie stratégique d'échange et de passage? La rivière était jalonnée de bacs pour traverser et de ports pour charger voyageurs et marchandises. La toponymie garde la mémoire de certains lieux. Par exemple, le lieu-dit Le Port, en rive droite, était le port de Montarnal. Aujourd'hui, Montarnal est un petit village pittoresque implanté sur un site escarpé dominé par la tour du château. En pied, une terrasse alluviale propice aux cultures vivrières. C'est un lieu paisible qui se découvre au bout du chemin, au bout du monde. Pourtant, au Moyen-Âge, Montarnal était un haut lieu de passage, des chevaliers en route pour Jérusalem ou des pèlerins en route pour Saint-Jacques. Un passage qui reliait notamment l'abbaye de Conques avec l'abbaye de Montsalvi et celle d'Aurillac. Dès le XIe siècle, au moment de la construction de l'église abbatiale de Conques, un dispositif défensif montait la garde, une rocca, qui sera remplacée plus tard par un château plus important. Un peu plus bas, sur la rivière, le village de Vieille-Vie est implanté en pied de versant, séparé du Lot par une belle largeur de jardins et de prés. Si Montarnal avait son port, Vieille-Vie avait un bac attesté dès le XIIIe siècle. Le château disposait d'un droit de cordage. Les bacs permettaient de passer d'une rive à l'autre quand les ponts étaient rares. Personnes, animaux, outillage traversaient la rivière sur ces embarcations. Il n'y a plus de gabarres, plus de bacs. Il reste des haltes pour louer des embarcations et descendre les gorges par voie d'eau. Même si l'activité de la rivière s'est réduite, la vallée reste un lien, un passage, un trait d'union entre les hauts pays et les bas pays. J'en tiens pour preuve l'épicerie toujours ouverte, même au cœur de l'hiver.
Françoise assure ici à l'année, dans ce local aménagé par la collectivité, une grande quantité de services qui profitent aux habitants et aux gens de passage. Alors ici, comme activité, il y a l'épicerie, le bar, le tabac, la presse, le relais poste, le dépôt de gaz, dépôt de pain, point infotourisme et point multiservice. Je pense que le commerce ici, oui, il est quand même important pour le village. C'est pour ça que je pense que les gens jouent le jeu parce qu'à certains moments, ils n'avaient rien, donc ils se rendent compte de ce qu'ils ont, quoi. Les gens ont l'impression que Conques est plus loin. Plus loin, voilà. Je leur dis, mais si vous êtes à Vieilleville, allez à Conques parce que c'est incontournable. Je pense que la vallée du Lot et Conques, c'est lié. Si on n'avait pas Conques, on aurait certainement beaucoup moins de monde. Non loin de là, en rive du Dourdou, un affluent du Lot, je vais chez Marie, dans le village de Grand-Vabre, toujours sur la commune de Conques-en-Rouergue. Chez Marie, c'est le nom d'un restaurant emblématique du territoire, une institution. Marie est née à Grand-Vabre et elle a fait le choix, après ses études, de revenir ici même pour vivre et travailler. Elle a pris la succession de ses parents et elle a décidé d'entretenir le feu de la culture gastronomique locale, jouant de la situation aux confins du Cantal et de l'Aveyron. Chez Marie, on peut notamment savourer l'estoffinade, le stockfish, le poisson bâton, qui remontait depuis Bordeaux où il avait été livré par les pêcheurs du Grand Nord, avec les gabariers qui rentraient dans leur vallée. Le poisson séché, accroché à l'étrave des bateaux, trempé, tout le temps de la remontée pour être cuisiné à l'arrivée. Il y avait 7 restaurants avant dans le village. 7 restaurants. Ouais. Et tout le monde venait. Et tout le monde l'hiver faisait de l'estoffinade. Toutes les épiceries faisaient tremper leurs poissons. Moi je dis, quand on a cette chance d'avoir un produit comme ça qui a tenu dans le temps, quand on arrive à s'imaginer que déjà nos grands-mères mettaient ça dans la rivière, parce qu'elles faisaient ça dans la rivière. Oui, elle devait l'attacher en bas du Dourdou, là. Je pense que ça explique beaucoup plus qu'une leçon d'histoire. La rivière, c'était quand même un revenu aussi, parce que les paysans avaient un peu de terrain, mais c'était des petites parcelles qu'il y avait vers chez nous, c'était la polyculture, il n'y a pas de grosse surface. Et ils faisaient un revenu avec la pêche. Du coup, on mangeait des plats de friture, de goujon, tout ça, du petit poisson, mais c'était le Cantal descendait, on disait, parce qu'il descendait pour manger ses fritures. Alors par contre, ma fille, elle n'a pas fait le pont, elle, dans sa jeunesse. Elle allait sur le Dourdou, mais en bas de Conques. D'accord. On traverse le pont Romieux, ouais, et on va à gauche, il y a un rocher, là, il saute de ce rocher parce qu'il y a un petit trou aussi. Il y a toujours une rivière, une histoire de rivière dans la jeunesse des jeunes d'ici. Quand on pense au territoire, notre terre, là, ce qu'elle redonne, c'est grâce aux alluvions de cette rivière aussi. Ouais. Parce que la terre est super facile à travailler. Tout comme le Lot, le Dourdou circule au fond de gorge, plus étroite, la rivière est moins large et surtout, elle est rouge. Les arêtes sont en surplomb, presque verticales. Les bruyères teintent de rose ces flancs arides qui semblent barrer le passage. Le Dourdou s'est chargé des sables colorés du Rougier.
il est entré dans ces gorges étroites à Saint-Cyprien, après avoir irrigué une plaine aimable, cultivée, un paysage bien rangé, bien peigné. Ce sont les moines de Conques qui auraient libéré le verrou à l'entrée des gorges et ainsi drainé d'anciens marécages pour les transformer en terrains agricoles. Le très beau moulin nous rappelle encore cette histoire. C'est le moulin de Sagnes. Les saignes, c'était les marécages. Le Dourdou circule au fond des gorges sur près de 10 km à vol d'oiseau. La route est bien plus longue qui épouse toutes les courbes et les méandres. Presque à mi-course, il est rejoint par l'Ouche, un affluent de la rive droite. La confluence est discrète. Comme un plissement, une arête rocheuse impose à l'Ouche de se contorsionner dans un dernier méandre pour rejoindre le Dourdou. L'Ouche, comme le Lot et le Dourdou, s'écoule au fond d'une vallée profonde. C'est une rivière courte qui prend naissance sur le plateau de Lunel, puis rapidement s'enfonce dans des gorges serrées qui se ramifient encore au gré des ruisseaux secondaires. À vouloir remonter ces cours d'eau, on peine à passer, freinés par les aplombs rocheux qui se dressent comme des sentinelles au-dessus du cours d'eau, surpris par des cascades. C'est une impression de bout du monde, de lieu hors du temps, comme un retour aux sources, le lieu de l'origine. Et c'est un peu cela. C'est dans ces gorges de l'Ouche que Dadon viendra fonder au 8e siècle le premier ermitage qui donnera naissance, un siècle plus tard, à l'abbaye. Mais l'abbaye sortira des gorges pour s'implanter au soleil, sur un versant sud, concave, plus apte à accueillir l'établissement et ses dépendances. Pour prolonger ou retrouver ce temps hors du temps, il est d'autres chemins à emprunter comme celui qui nous conduit vers le ruisseau de Moulidiès. Le sentier se ferait un passage dans la topographie accidentée du versant. Après un certain temps de marche, le bruit de l'eau courant sur les cailloux nous guide vers le ruisseau. Sur ce sentier étroit, au fond des gorges, au fond des bois, on pourrait croiser un ermite, un jeune frère de Dadon. Non, pas d'ermite aujourd'hui, mais la chapelle Saint-Léonard de Monédiès, campée sur sa terrasse, juste au-dessus de la rivière, à l'abri des débordements, ouverte, qui nous accueille. La chapelle, autrefois ruinée, a été remontée dans un grand élan de civisme et de partage. Les matériaux et savoir-faire locaux ont été mobilisés, la générosité aussi. Elle a même retrouvé une cloche qui a fait un long voyage pour rejoindre ce fond de vallon. Ils sont nombreux, ces ruisseaux, qui dégringolent dans les gorges, comme le ruisseau de Moulidiès. Il y a celui des Gazanes, qui alimente l'Ouche, ou bien celui de Falguière, de Taillefer, ou bien le ruisseau de Sainte-Anne, qui rejoignent le Dourdou. Le Lot non plus ne manque pas d'affluents. Sur les cartes, aujourd'hui, certains ont perdu leur nom, mais leurs traces restent inscrites sur le territoire. À ce chevelu très ramifié de cours d'eau, s'ajoute une maille, une résille fine de chemins, de sentiers, de voies, qui irrigue le territoire et assure les liens entre les hommes. Le plus symbolique de ces chemins, tout à fait concret, chacun le connaît, qu'il l'ait emprunté ou qu'il ait rêvé de le suivre un jour. C'est le chemin qui conduit jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Le chemin, qui a franchi le Lot à Estaing, entre dans le pays de Conques par les plateaux, passe à Sénergues, village de granit, longe Font-Romieux, la fontaine de Romieux, les pèlerins qui sont allés à Rome, traverse le hameau de Saint-Marcel, puis s'enfile dans une sorte de ravine sous un berceau de feuillage, dévalant le versant pour rejoindre la vallée de l'Ouche et, bientôt, découvrir Conques.
C'est merveilleusement beau, harmonieux et sauvage. Voilà ce qu'en disait en 3 mots Prosper Mérimée lors de sa visite en 1837. Subjugué par la découverte de l'abbatiale, il jouera de toute son autorité d'inspecteur des monuments historiques pour enclencher les financements nécessaires au sauvetage et à la restauration de l'édifice. Conques est un village de hautes maisons serrées les unes contre les autres, étagées sur un versant abrupt, entourant le cœur battant, l'abbaye. Maçonnerie de schiste, encadrement en grès, imposante toiture en lauze, ces masses de pierre offrent une vision exceptionnelle. C'est la roche qui se fait pierre, la roche qui est devenue architecture. C'est fascinant. L'organisation du village, comme d'ailleurs tous les villages du territoire, qui sont construits à flanc de versant, offre une appréhension tactile, une expérience sensuelle de l'architecture. Sentiers, escaliers, ruelles vous conduisent au ras des couvertures. Vous pouvez presque toucher les dalles de schiste, percevoir leur matérialité encore si proche de la roche brute des versants. Puis vous descendez un peu, ce sont les murs que vous longez, découvrant la palette des bruns et rouges des maçonneries, le grain des pierres, les éclats du mica. Même les rues, les caniveaux, les places sont en pierre. L'abbatiale, à elle seule, est une leçon de géologie. Oserais-je dire un bréviaire de géologie locale? Elle réunit le grès rouge, le rousset, ce calcaire jaune lumineux extrait près de Lunel, et le schiste. Et dans ces hautes masses de pierre bien ordonnancées, se glissent d'étroites terrasses, des jardins de poche, comme autant de fenêtres qui s'ouvrent sur le paysage. Conques est un village, ce sont des habitants, mais c'est aussi une communauté religieuse qui vit là, au bord du chemin, offrant l'hospitalité aux pèlerins, une communauté qui fait résonner l'abbatiale, conférant à ce lieu une dimension spirituelle. Je passe la porte de l'échoppe pour retrouver l'un. Il y a les offices qui sont là quotidiennement, il y a la messe, il y a les offices avec les chants, il y a une vraie présence. Parce qu'on parle des artisans qui sont là l'année, les moines ils sont là l'année aussi. Et puis en plus, ça dans une communauté qui s'est vraiment rajeunie. Et donc ils sont 8 aujourd'hui et donc c'est pas banal. Dans un village, ça marque quand même vraiment une atmosphère, une ambiance. Moi par exemple, il y a des fois je suis tout seul, je les connais bien en plus, je les vois passer, on se fait coucou. Le soir, je vois qu'ils sont à l'office, si j'ai le temps, j'y vais. Je vois la lumière, c'est une présence. Pour moi, qui est vraiment... Alors après, c'est vrai, il y a le côté, entre guillemets, regrettable des commerces, on aimerait, mais ça, c'est pas propre à Conques. C'est vraiment tous les petits villages qui aujourd'hui souffrent d'un manque de boulangerie, de commerce. Par exemple, alors ça c'est sur mon métier, mais je vais utiliser que des cuirs français, je fais beaucoup de travail à la main, j'ai vraiment une éthique au niveau de mon métier, et d'être ouvert à l'année, ça en fait partie aussi. Moi aujourd'hui, j'ai vu personne, à part vous, et je suis ouvert, quoi. Moi, je vais dans l'Allier, j'ai des amis un peu partout. On parle de Conques, les gens connaissent. Mais c'est vrai que les gens connaissent Conques, le chemin de Saint-Jacques, l'abbatiale, les vitraux de Soulages. Et alors après, quand les gens, par contre, c'est vrai, restent plus longtemps sur le lieu, il y a le vin de Marciac, il y a la gastronomie, il y a les randonnées, puisqu'il y a toujours eu cette dynamique, que ce soit par rapport aux municipalités qui se succèdent, de lier vraiment tourisme et spiritualité. Et essayer non pas de mettre une clientèle dehors, mais par contre de marquer suffisamment le lieu pour, disons, inspirer les gens qui viennent, pour au moins respecter. C'est pas un lieu comme tous les autres. Après la spiritualité, je reviens à la matérialité de ces paysages. La roche. On a vu que l'architecture livrait un catalogue de matériaux de construction de qualité et diversifiés. Mais la géologie a d'autres ressources que la pierre à bâtir. Le sous-sol renferme des minerais, des mines de fer, mines de plomb, mines d'argent. Sur le plateau autour de Lunel et sur le versant sud du piège de Quémar,
Des fouilles archéologiques ont révélé l'existence d'une activité minière intense dès l'Antiquité. Les historiens considèrent que cette activité se poursuit tout au long du Moyen Âge. Les inventaires et les chartes médiévaux rattachent l'abbaye au Ministerio Ferrariense, à la Vicaria Ferrariensis, c'est-à-dire au district du fer, au territoire des mines. Ces ressources souterraines qui ont contribué au développement du territoire au cours des siècles trouvent aussi une expression au travers du vin. Le vin. Du vin en Aveyron? Quel vin? Je laisse Philippe en parler. Donc j'ai un petit peu de calcaire à Salles-la-Source et après ici, j'ai les vignes, elles sont essentiellement sur du schiste et du grès blanc. En sous-sol très profond, il y a des endroits où il peut y avoir du grès rouge, mais la dominante c'est quand même schiste et grès blanc. Donc en rouge, j'ai le cépage ancestral d'ici qui est le mansois, qu'on appelle le fer servadou communément. Et en blanc, j'ai planté du chenin, qui est le cépage qui pousse généralement sur les schistes du côté, et les granites aussi du côté du Fel. Et j'ai replanté une vieille variété de blanc qui s'appelle le Roussellou. Conques, c'était la petite cerise sur le gâteau, quoi, effectivement. Moi, comme je vous dis, j'ai goûté du vin. Et j'ai eu un coup de cœur pour les vins dans mon canapé. Et après, j'ai pris la voiture et j'ai associé les paysages au vin. Et donc là, j'ai eu envie d'associer les hommes. Après, j'ai voulu associer les savoir-faire. Et après, j'ai eu envie de mettre les mains dedans. Et progressivement, j'ai fait mes petites expérimentations dans mon garage et pour arriver petit à petit à une cave et voilà, et à développer un projet aujourd'hui, quoi. Et après, Conques, tout ça, ça vient après. Et puis même au début, je n'avais pas perçu, voilà. Que c'était là. Ouais, si, mais j'avais pas vu le potentiel. Voilà, c'est aujourd'hui, je me dis, mais quand même, c'est vrai que j'ai plus de chance que ce que je pensais au départ encore, parce que effectivement, déjà au niveau touristique, on est sur un axe. Conques, c'est magnifique. Conques, il y a une culture du vin sur Conques. On voit des photos de Conques avec les vignes avant et tout ça. Je me dis, oulala. Puis bon, les gens ici, quand ils parlent de vin, il y a des régions, des grandes régions viticoles. Moi, je viens de Bandol. Hein. Et les gens, ils connaissent pas le vin, en fait. Ils s'en font beaucoup du vin, mais ils savent pas parler du vin, quoi. Que ici, il y a des gens, ils sont pas vignerons, mais ils vous parlent du vin. Hein. Ils sont imprégnés des savoir-faire de la cave et tout ça. Il y a des gens plus jeunes que moi. Quand je leur dis comment on fait le vin, je vois très bien qu'ils comprennent ce que je dis, quoi. Et ils ont vu faire le vin, ils sont imprégnés d'une culture viticole. Il n'y a peut-être pas de vigne ici, beaucoup comme ailleurs, mais les gens ont vu parce qu'ils ont forcément eu un père, un grand-père, un arrière-grand-père, un oncle qui faisait du vin. Du coup, ils sont imprégnés de la culture viticole. Donc Conques, pour moi, c'est aussi associé et le territoire de Conques à ça, quoi. Et donc j'ai appris à faire le vin ici, à cultiver la vigne ici comme ça se faisait. Donc c'est vrai que j'ai été confronté à des problématiques pédologiques, on va dire. Ici le problème c'est la pente, quoi. Et donc les vignerons intelligemment ont fait des terrasses dans les vignes pour pouvoir travailler à plat et profiter au maximum du territoire et aussi des meilleurs coteaux pour travailler la vigne. Et j'ai côtoyé des viticulteurs localement qui avaient fait le choix aussi de planter dans le sens de la pente. Bon, moi, après, j'avais la chance de pouvoir m'installer au Verdus, où on a de la pente pas trop pentue, quoi. Du plat aveyronais, quoi. À côté des vignes de Philippe, Brigitte travaille d'autres parcelles. Elle est affiliée à la coopérative de Marcillac. Depuis quelques années, en pionnière, elle a introduit du chenin pour produire aussi du vin blanc. Je crois que ça commence. Ça commence à participer, ouais. C'est les vitraux, Conques, les moines. On commence à associer Conques au Marcillac, ou Marcillac à Conques. Oui, je sais pas. Les gens viennent de Rodez. Voilà, on est sur la limite de l'appellation et du terrain rougier schiste. On est sur la faille schiste.
avec des éboulis de schiste, mais on est sur socle rougier. Donc c'est pour ça qu'on compte encore dans l'appellation. On avait en propriété 80 arts de mon beau-père, une vigne en plein qui se situe au-dessus de la maison. On a commencé avec ça et nous-mêmes, avec mon mari, on a commencé à planter 2 hectares en terrasse. Après, on en a loué un petit peu à Marciac, 1 hectare, on en a acheté. On en a loué aussi sur Novial et on a toujours planté. C'est plus compliqué, il y a plus de travail, surtout l'entretien des talus. L'entretien des talus, c'est énorme chez nous. On a la végétation qui pousse énormément vite, c'est très compliqué. Oui, sinon il y aurait des arbres, tout. Ah bah oui, les ronces, les arbres, ça rampe. Après, il faut savoir si on veut faire des murs ou si on veut faire du raisin. Oui. Après, voilà, on travaille à l'environnement. C'est sûr que la vigne, ça fait partie de l'entretien du paysage. Ouais. Sans nous, il n'y aurait que des bois. C'est joli aussi, hein. Vous avez des enfants qui vont... Alors, j'ai 2 filles. Une qui va avoir 32 ans, qui est professeure des écoles à Paris. Donc, elle ne reviendra pas. Et la plus jeune, qui va avoir 28 ans, qui est en Haute-Savoie et qui est conseillère sociale et qui va travailler en Suisse. Ça leur plaît, elles connaissent le travail, elles savent tailler, je leur ai appris, mais après, je ne leur demanderai pas de revenir. Moi, j'ai fait un travail qui me plaisait, qui me plaît toujours, qui m'a permis de les éduquer, de leur donner une situation. Après, bon, elles ne reviennent pas. Hein. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais fait, je crois, quelque chose qui me plaisait. Voilà, c'était mon choix. Voilà. Après, bon, peut-être les petits-enfants, je ne sais pas, mais encore, ils sont petits. Alors, à 3 ans et demi et 15 mois ou 16 mois, on n'a pas encore envie de... On ne sait pas trop. Non. Pour mieux saisir ces cultures en terrasse, je grimpe jusqu'à la Vinzelle. La Vinzelle, c'est le nom de la porte est de l'enceinte de Conques. C'est aussi le nom d'un village en rive droite du Lot, et pourtant toujours sur la commune de Conques-en-Rouergue. Le village occupe un relief particulièrement escarpé, isolé du versant principal par un vallon très encaissé, séparé de la vallée du Lot par une arête rocheuse qui plonge brusquement vers la rivière. À l'origine, une roca, un édifice défensif du XIe siècle, comme à Montarnal, construit en tête de l'éperon rocheux, puis un village qui a conservé des bâtisses très anciennes, dont certaines prennent le jour avec des fenêtres à meneaux en grès rouge. L'église est implantée à l'extrémité du relief sur une sorte de table rocheuse. Sa cloche est au-dessus, sur une seconde terrasse, dans un édifice indépendant. Sur la crête se déploie un chemin de croix. Mais ce n'est pas d'architecture dont je veux parler. Ce sont des terrasses. Des habitants passionnés et courageux continuent de cultiver des potagers sur ces parcelles contraintes. Le travail est difficile, mais la saveur des légumes est, paraît-il, inégalable. Je regarde Roger à l'œuvre aidé par son frère Marcel, qui prépare la parcelle en ouvrant des sillons avec un Brabant. C'est une scène rare. Pourtant, quel bienfait ces terrasses jardinées aux abords du village qui tiennent à distance les friches ou les parcelles boisées. Et quelle beauté, cette géométrie savante, ces terrasses en trapèze qui s'emboîtent dans la pente comme un escalier géant. L'eau n'est jamais très loin. On repère des réservoirs alimentés par quelques sources sorties du versant. Parce qu'après, les vers de terre, il y en a, hein, on ne les voit pas, mais il y en a. On ne les voit pas parce que quand il ne pleut pas, que c'est bon, là, c'est un peu frais. Ça baisse. Et quand il pleut, le vers de terre, il va remonter. Voilà, quoi, là, il est plutôt dans le sol. Là. Mais de labourer, ça ne esquinte pas les vers de terre. Et en fait, on laboure pour aérer. Le vers de terre, il le faut. Ouais. Dans le système, tout naturel.
est bien faite. À suivre le chemin qui s'éloigne du village, on perçoit rapidement que les terrasses entretenues occupent désormais une faible emprise au regard des surfaces autrefois cultivées. La végétation gagne du terrain, absorbant murs et dénivelés. Si les versants ensoleillés étaient réservés aux cultures, les versants à l'ombre étaient consacrés aux châtaigniers. Les arbres étaient conduits en verger, et bien que le châtaignier soit en capacité de rendre de multiples services, bois de charpente, piquets de clôture, ils étaient cultivés pour la production de fruits, pour l'alimentation des hommes et des bêtes. Si bien que le long des chemins, sur les versants exposés nord, on rencontre des murets, des sortes de rampes et des bâtiments de taille modeste, faciles à identifier. Les sécadous, qui étaient les séchoirs à châtaignes. Cette production de châtaignes qui occupait des versants très abrupts et qui s'inscrivait dans une polyculture paysanne a cessé depuis l'après-guerre. Malgré cela, le châtaignier reste très présent dans le paysage. En se promenant dans les bois, on découvre de vieux sujets incroyables, contorsionnés, qui à eux seuls valent le déplacement. On ne s'attend pas à rencontrer d'Adon, mais une fée gracieuse qui sortirait d'une souche moussue. L'abandon des vergers de châtaigniers, l'abandon des terrasses agricoles trop contraignantes, d'une façon générale, la déprise agricole a favorisé le boisement des versants. Le boisement peut être spontané, la parcelle n'est plus entretenue par manque de moyens, la friche gagne, puis le taillis s'épaissit et le bois se développe. Mais il y a aussi des parcelles qui ont été boisées intentionnellement. Quelquefois, il s'agissait de projets ponctuels, ce qui a produit des parcelles en timbre, assez circonscrites, souvent plantées en douglas, qui est un résineux qui pouvait s'adapter aux conditions de sol. Dans d'autres situations, la plantation s'inscrit dans un projet forestier global et cohérent, conçu dans une perspective économique. Pour mieux comprendre, je vais retrouver Yvan, dans la vallée du Lot, sur le versant sud, exposé au nord. La particularité de sa famille est d'exercer une double activité d'éleveur bovin, du veau sous la mer, et de forestier. À cela s'ajoute une troisième activité, celle de scieur. Père et fils proposent une transformation du bois, soit du bois de leur production, soit du bois des voisins, pour les besoins locaux, comme la restauration d'une charpente, le bardage d'un hangar, la réfection d'un plancher. Alors au départ, si vous voulez, il y a le problème de la vallée, c'est qu'en quelque part, je pense que pour qu'elle reste belle, il faut qu'elle reste ouverte. Oui, qu'il y a un mélange en tout cas. Qu'il y a un mélange. Ouais. La forêt a sa place, oui. Mais les prairies ont leur place aussi. Alors, on ne va pas dire, mais les champs en porte-pente oui. et plein de choses comme ça, et en quelque part, ils s'enfrichent facilement. Pour travailler, les conditions de travail sont difficiles. Ouais, après, on a du matériel adapté aussi. De montagne, quoi. On a un tracteur de montagne, d'accord. En plusieurs. En CUMA qu'on appelle, en copropriété. Ah oui, ouais, d'accord. Voilà. Et bien dans la vallée du Lot, on est 11 agriculteurs à avoir un tracteur de montagne. Si vos aïeux n'ont pas eu la foi en la forêt et à la foi de planter, et bien vous pouvez pas en tirer parti aujourd'hui, quoi. Et en quelque part, le but du jeu, la sylviculture, c'est de faire perdurer ce système. C'est-à-dire que tu pars, ton grand-père a planté, ton père a planté, toi tu continues à planter pour garder ce roulement, cette dynamique, quoi. Et en quelque part, après, tu tires les profits du grand-père qui avait planté. Et grâce à la scie, grâce à plein de choses, tu peux vendre ce bois. Et s'il y a eu quelqu'un qui a travaillé, qui a fait de la sylviculture et qui a essayé d'avoir des arbres qui soient le plus jolis possible, et bien en quelque part tu gagnes de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée te permet aussi de vivre ici et de travailler, de vivre et de pouvoir replanter. Voilà, c'est un cycle. Hein.
Et puis la forêt, on croit que la sylviculture, c'est occasionnellement, mais la sylviculture, c'est un peu tout le temps. Et puis les arbres, ils ne vous attendent pas. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut y aller au bon moment. Et les arbres, ils ne vont pas forcément vous attendre. Alors si vous commencez à en avoir pas mal, je veux dire, de surface, il y a du travail, quoi. Oui, vous ne pouvez pas remettre à dire l'année prochaine, parce que là, on n'a pas eu le temps, ou la saison n'était pas bonne. Bon, à la rigueur, l'année prochaine, en forêt, sur 40 ans, ça ne va pas gêner. Mais si vous attendez 10 ans, c'est trop tard. Et alors après, vous ralentissez la croissance, et voilà. Donc, vous perdez en quelque part du temps. Oui, du temps et puis forcément, de l'argent. La forêt, après, c'est une... Je pense qu'il faut être passionné. Ouais. Oui, mais même l'agriculture. L'agriculture aussi. Tous ces métiers Tous ces métiers qui touchent au... Ce matin, on a vu les vignerons, je crois qu'ils sont passionnés aussi. Ils sont passionnés aussi, voilà. Sinon, vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Voilà. On a commencé notre visite au bord de l'eau, dans les gorges. On y a rencontré les hommes et les femmes des vallées, puis on a gagné les versants, ceux qui sont au soleil, ceux qui sont à l'ombre. On a pénétré dans les villages accrochés à mi-pente et rencontré d'autres habitants. Maintenant, il est temps de gagner les hauts-de-relief. C'est un autre paysage qui s'offre à nos yeux. Des prés, des pâtures ou des prairies permanentes, quelquefois des cultures, un peu de céréales, un horizon qui ondule doucement, rythmé par les piquets de châtaigniers des clôtures qui attrapent la lumière, et jalonné par des ensembles bâtis imposants qui regroupent maisons traditionnelles, granges, étables et des hangars plus grands, plus récents. Et bien sûr, dans les prés, des troupeaux. Ce sont surtout des vaches que l'on voit, pourtant le territoire comprend aussi des élevages ovins et caprins, et même un élevage d'ânes. Les élevages bovins produisent du lait ou de la viande. Plusieurs labels témoignent de la qualité du travail des éleveurs. Le regard porte loin, au-delà de la rivière, de l'autre côté de la gorge. Mais ce paysage qui semble d'un coup assez simple, presque plat, réserve pourtant des grandes difficultés d'exploitation. Tout le chevelu ramifié d'eau courante qui dévale a creusé, entaillé, modelé de 1000 manières le socle. Le plat dure peu, très vite on est au bord, et de nouveau le terrain pente, fort, très fort. Je rejoins Benoît et son troupeau de belles laitières, des vaches abondance, accrochées au bout du plateau, à Recoulès. Moi, je ne l'ai pas créé, le paysage, il était là avant moi. Par contre, je suis là pour l'entretenir, le faire vivre, tant que j'exploiterai. Après, la suite de quoi elle se fera, je ne sais pas. Aujourd'hui, moi, quand je me suis installé en 95, je crois, oui, 92, 95, on installait 360 agriculteurs par an sur l'Aveyron. Aujourd'hui, je crois qu'on en installe 30-40. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, le paysage va se fermer, quoi. Donc c'est sûr que toutes ces pentes difficiles, ça va s'arrêter, quoi. Je dois avoir 105 hectares de prairies. Je fais 5 hectares de céréales, autoconsommées sur les bêtes. Par contre, en prairies naturelles, je dois être à 50 hectares. Ces prairies naturelles, pourquoi elles sont prairies naturelles? Tout simplement parce qu'elles sont en pente, difficiles mécanisables. Donc là, il n'y a que les bêtes qui y mangent, on récolte pas. Et on y passe difficilement une fois par an pour gérobroyer les ronces et fougères. Si on passe le gérobroyeur tous les ans, ça permet de le maintenir propre. Par contre, on voit bien qu'il y a des gens qui baissent les bras, donc qui ne coupent plus les ronces, et au bout de 2 ou 3 ans, ça devient des taillis. Aujourd'hui, si on va à Conques, c'est que pour 2 choses, ou la mairie, ou pour aller voter.
puisqu'il y a très peu de commerce à Conques. Enfin, nous, on est plus tourné sur Saint-Cyprien ou même Marcillac maintenant, Rodez pour les papiers. Et pourquoi on ne va pas à Conques? Parce que professionnellement, il n'y a rien qui peut nous attirer. Il ne reste que des restaurants ou des cafés. On y va de temps en temps, mais je veux dire, c'est pas le but, quoi. Et après, au niveau du tourisme, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'impact à l'agriculture sur le tourisme, mais je ne dis pas que c'est la faute du tourisme. C'est peut-être nous aussi qu'on ne s'est pas penché sur le tourisme. Tout simplement parce que j'ai un problème de main-d'œuvre et je ne vais pas développer une transformation ou quoi que ce soit parce que je suis seul, quoi. Je ne peux pas arriver à tout ça, quoi. Mais par contre, après, j'invite n'importe qui à venir travailler sur mon exploitation quelques jours pour voir comment ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, on va dire dans 15 ans, je n'ai pas de repreneur sur mon exploitation. C'est très dur. C'est très dur pour une simple raison, c'est qu'on a un capital énorme sur l'exploitation. Au niveau cheptel, au niveau matériel, au niveau bâtiment. Si aujourd'hui, moi, je cède mon exploitation, le mec, je ne sais pas, il faudra qu'il investisse quasiment un demi-million d'euros, facile. Et aujourd'hui, un jeune qui arrive de la ville, les banques, c'est pas sûr qu'elles prêtent, quoi. Mais on est conscient qu'aujourd'hui, si on trouve quelqu'un, on la vendra à perte, l'exploitation, mais que pour qu'elle continue. Ah oui, c'est un choix. Ah oui, parce que si toute l'exploitation du coin arrête, Ouais. il y aura le village de Conques au milieu, Ouais. mais personne n'y arrivera. Ouais. Parce que même les routes elles vont se salir à force. Ouais. La promenade s'achève. Ce qui est captivant, mais difficile à saisir dans ce territoire, c'est la proximité de paysages et d'ambiances totalement contrastées. Cette partition entre le monde des gorges, où seule une bande étroite et déchiquetée de ciel se devine, le monde des versants, abrupt, où le regard bloque contre la pente d'en face, qu'elle soit boisée ou en vigne, et puis d'un coup, le ciel qui s'évade jusqu'aux confins. On a rejoint le monde des plateaux, le Puech-Kémar qui nous amène du Puy-Marie à la cathédrale de Rodez. Et tout cela, ces mondes si différents, sont organisés dans un mouchoir de poche. Ce qu'il faut dire encore, c'est qu'on ne peut pas embrasser ces paysages d'un seul regard. On ne peut pas en produire une carte postale comme pour le siècle de Gavarnie ou le Mont-Saint-Michel, même pas une vue aérienne. Elle ne raconterait que l'encaissement des gorges. Pour comprendre ce territoire, il faut emprunter un chemin, dévaler, remonter, franchir, sentir, enjamber, arpenter. Et recommencer encore, changer de saison, attendre l'hiver, les bois déshabillés, les teintes fauves de la roche, les eaux chargées, la terre nue, entendre le silence. Il faut s'attarder et revenir.